Bonjour, moi je suis Véronique Marcel, je suis avocate au barreau d'Avignon et membre de la LDH. Recording in progress. J'ai l'honneur d'animer cette table ronde avec trois universitaires que je vais vous présenter et qui vont aborder, selon leur spécialité, la question. Donc évidemment, je remercie la LDH pour avoir organisé cette journée sur les drogues qui a eu un franc... Très bien, pas de problème. Qui a eu un grand succès. On vous remercie d'être là. Preuve que cette question traverse la société. On y est tous plus ou moins confrontés en tant que citoyens d'abord. Merci. En tant que citoyen, d'abord, vous avez tous eu une expérience de près ou de loin avec les drogues, soit directement parce que vous avez consommé, soit vous connaissez quelqu'un qui a des problématiques liées à toutes sortes de drogues. Et effectivement, j'ai aussi une expérience en tant qu'avocate au barreau d'Avignon sur des procès qui peuvent se tenir sur les infractions à la législation sur les stupéfiants, les ILS, comme on dit. Et là, récemment, vous avez vu dans la presse locale le fameux procès du Ponzo, qui est un point de deal avignonnais qui a été démantelé l'année dernière. Et il y a eu donc 16 prévenus. Il y a eu des condamnations qui vont de 1 à 10 ans de prison. Et le chiffre d'affaires de cet unique point de revente était de 20 000 € par jour, soit 7 300 000 € par an sur un seul point de deal avignonnais. Donc il y a des économistes autour de la table et en visio qui vont nous parler de ces problématiques, du volume et du marché de la drogue. Donc ça impacte évidemment notre quotidien, notre société. Vous avez vu l'actualité, il y en a souvent liée à la drogue. Là, récemment, il y a... Hier ou avant-hier, le frère d'un militant marseillais, Amine Kessassi, son frère qui a été assassiné puisque ce jeune militant était engagé dans la dénonciation des groupes de narcotrafic je vois une magistrate ancienne qui me tempère et qui dit que c'est en cours d'instruction. J'imagine, mais quand même, il semble que ce soit lié à ce débat-là. Donc il y a des vies entières qui sont brisées, qui sont impactées. Moi, à titre personnel, par exemple, sur le 2025, j'ai des nouveaux cas qui sont arrivés. Ce sont deux jeunes femmes. Non, une jeune femme et une plus âgée, mais qui sont venues me voir parce qu'elles avaient la pression pour être des nourrices dans leur quartier où elles habitaient. Une parce qu'elle était au rez-de-chaussée et que c'était pratique pour les vendeurs, les dealers, de stocker chez elles. Et une autre qui a aidé un jeune homme qui était d'un autre département, puisque ça aussi c'est une nouveauté qu'on voit au tribunal correctionnel. Il y a beaucoup d'interdictions de paraître dans les départements ou dans des lieux qui sont prononcés parce qu'en fait les réseaux font venir des jeunes gens qui sont la plupart du temps désœuvrés évidemment dans d'autres villes pour gérer le réseau afin qu'ils ne soient pas influencés par la famille, les voisins qui habitent autour d'eux. Et donc ça c'est quelque chose qui existe depuis environ 2 ans, où on voit beaucoup de jeunes qui sont pas d'Avignon, par exemple. Et donc, le tribunal correctionnel va les interdire de territoire pour empêcher qu'ils puissent continuer leur trafic, mais aussi être aux mains du trafic, des trafiquants. Parce que la plupart du temps, évidemment, ils sont malheureusement récupérés par le système. Et quand on prépare, nous, la défense des jeunes gens, la plupart du temps, c'est des jeunes hommes, on voit qu'il y a des problématiques de pauvreté, de déscolarisation. Il y a une absence de projection, ils n'ont pas de projet dans leur vie. Et nous, quand on doit récolter des pièces, parce qu'il y a le principe de l'individualisation des peines qui existe, et on doit expliquer le parcours de la personne qui est poursuivie, et on se heurte très vite à un désœuvrement et à une absence de projection dans l'avenir, et qui est évidemment préjudiciable à tout le monde, à l'individu et à la société. Donc je suis aussi adhérente à la LDH,
Et la LDH essaye de porter ces questions sur la politique des drogues au niveau national. D'abord, elle constate qu'il y a un échec total des politiques depuis 30 ans, puisque les consommations augmentent, les marchés augmentent, la diversité des drogues augmente. Et du coup, la LDH propose de changer d'approche, d'abandonner les moyens répressifs, ou en tout cas de les concentrer sur les têtes de réseau et d'abandonner la verbalisation des consommateurs. La LDH est engagée dans un collectif qui s'appelle le CNPD, le collectif pour une nouvelle politique des drogues, dont certains connaissent déjà l'existence, qui regroupe plusieurs associations. Et ils ont dénoncé évidemment la loi narcotrafic, mais le professeur Biziou va nous en parler, et notamment avec un chiffre qui est parlant. Il y avait 1,2 milliard en 2024 de consacrés à la lutte contre le narcotrafic, et 80% en fait ont été destinés visiblement à la répression des consommateurs. Donc il y a des propositions aussi que fait la LDH, ce n'est pas que dans une dénonciation, et les propositions sont notamment 3 grands axes. C'est s'attaquer aux causes du trafic, donc les facteurs socio-économiques. Il y a l'approche sanitaire et sociale, donc la prévention, la réduction des risques dont on a beaucoup parlé, et les soins adaptés. Et également sur l'aspect répressif et la législation, c'est une dépénalisation de l'usage, la réglementation de la production et l'encadrement de la commercialisation. Donc ça, c'est les grandes lignes et les grands positionnements de la LDH sur ces questions. Donc, concernant les 3 intervenants que je vais avoir l'honneur de modérer, mais à mon avis, ils n'auront pas beaucoup besoin de moi. Il y a donc en visioconférence le professeur Christian Ben Lakhdar, professeur d'économie à l'université de Lille, qui va commencer cette table ronde en nous présentant la puissance du marché des stupéfiants en France, donc sur le volume que ça représente. Et je ne vais pas vous lire tous les CV des intervenants, sinon on en a pour 1h30. Parce qu'ils ont vraiment tous des experts sur cette question-là. Mais non, actuellement, je ne vais pas lister tous les postes qu'il a eus, mais actuellement, il siège au collège scientifique de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l'OFDT, et à celui de Santé publique France, et il travaille également à l'international. C'est pas ça? C'est pas grave. Ah mince, on l'entend pas? Ah, il ne siège plus à l'OFDT. Était vrai. Su était vrai. Ah ben mince. Bon, ben Google n'est pas à jour. Grave. Mais par contre, chose qui est certaine et qui est à jour, c'est qu'ils viennent de publier un livre, Les drogues et nous, addicts, aux éditions, il faut que je dise normalement, du Seuil. Et donc, je vous renvoie à la lecture de son livre pour approfondir son propos. Donc, le professeur Biziou, qui est à côté de moi, docteur en droit, professeur de droit. Sa thèse, dès le début, était sur le monopole des stupéfiants. Il était expert à l'international, notamment aux Nations Unies, à la Commission européenne. Il a été également à la mission interministérielle de la lutte contre la drogue et la toxicomanie, et l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, et plein de publications intéressantes à lire, ce que j'ai découvert du coup en préparant un peu cette réunion, des articles vraiment passionnants. Il suffit de taper leur nom à nos 3 intervenants pour que vous ayez beaucoup d'arguments, d'éléments et d'éléments réflexifs sur ce débat. Et enfin, Madame Marie Jouffret-Roustide, qui est sociologue, chargée de recherche à l'INSERM, qui nous présentera l'expérience canadienne de la légalisation et de son impact. Elle coordonne un programme de recherche internationale sur la politique de réduction des risques en France, en Europe et en Amérique du Nord, avec une démarche, ce qui m'a intéressée, de recherche participative, donc en intégrant évidemment la participation des personnes qui consomment les produits, et en analysant aussi, ça c'est l'aspect évidemment sociologue, les inégalités sociales de genre et ethno-raciales dans cette consommation de produits. Elle a coordonné l'évaluation des salles de consommation à moindre risque à Paris, et elle est membre du conseil scientifique de l'European Monitoring Center on Drugs and Drug Addiction.
Bon, vous avez compris, hein, avec mon anglais de français, vous devrez me suivre normalement. Et elle est également directrice scientifique du programme de sciences sociales à l'École des hautes études en sciences sociales. Voilà, et j'ai résumé très très brièvement leur CV. Et donc je vais laisser la parole au professeur Ben Lagdar qui est en ligne. Merci beaucoup, Véronique. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Est-ce que je peux diffuser mon PowerPoint? Est-ce que vous voyez ma présentation? Non? Bougez pas. Oui. Hop. C'est bon pour vous? Super. Super. L'idée que je me faisais de cette présentation, si vous me permettez, c'était d'introduire finalement les propos de Marie Geoffrey Roustide et de Yann Biziou, que je salue, mes chers acolytes, pour vous présenter finalement des derniers travaux que Sophie Massin, professeure Sophie Massin et moi menons en ce moment pour le compte de la Mildeka concernant finalement l'évaluation en volume et valeur du marché des stupéfiants en France, avec, et je spoil un peu ma présentation, finalement le troisième exercice sur cette question, et je vous présenterai à l'issue de cette présentation de l'ampleur en volume et valeur du marché, d'une petite évaluation de politique publique. Donc de la puissance du secteur des stupéfiants en France, avec l'idée que, à part les prévalences des personnes usagères de stupéfiants, à part les dommages socio-sanitaires qui sont amplement renseignés en France, de même que eh bien, les arrestations, les condamnations et finalement tout ce visuel, hein, toute cette communication politique qu'on a à travers, par un simple exemple, hein, les opérations place nette que l'on peut avoir, eh bien, finalement, l'indicateur du chiffre d'affaires des marchés des stupéfiants sont, entre autres, un indicateur du dynamisme des marchés en France, mais également une obligation européenne. C'est pour ça qu'on nous mandate pour évaluer cette ampleur, puisqu'il faut estimer ces marchés pour les intégrer dans le calcul du PIB que l'INSEE va renvoyer à Eurostat ultérieurement. Donc la Mildeka, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, nous demande périodiquement de refaire ces estimations en volume et valeur. Alors quand même un point de méthodo, idéalement, parce que vous vous doutez bien qu'on est sur des marchés illicites, des marchés souterrains, et que les choses ne sont pas aisées méthodologiquement, on nous demande d'estimer la dépense finalement des usagers à travers le prix de détail de la substance, de la population par âge et sexe, des prévalences des consommateurs que l'on obtient à travers les enquêtes de Santé publique France ou de Europe de l'OFDT, mais également eh bien, sont renseignés les nombreux moyens de jours de consommation des personnes usagères de drogue, l'intensité moyenne de consommation, par exemple, combien de joints fumés par jour, combien d'injections d'héroïne ou combien de sniffs de cocaïne par jour, multiplié par les quantités que les gens concèdent prendre, et effectivement la façon dont les gens obtiennent leur drogue, leur substance à travers l'achat, le don, l'autoculture, etc. Donc ceci est une estimation, enfin est une méthode idéale qui, évidemment, dans la réalité, n'est pas aussi simple d'application, puisque on va poser pas mal d'hypothèses, de nombreuses hypothèses, de lourdes hypothèses, étant donné la difficulté de l'exercice. Quelques exemples. Aujourd'hui, et depuis 25-30 ans en France, les traitements de substitution aux opiacés, alors qu'on appelle TSO ou je ne sais plus, mais MSO ou d'autres terminologies, eh bien, vont impacter la fréquence de consommation d'héroïne. Si un consommateur n'a plus d'héroïne aujourd'hui, il peut
attendre grâce au Subutex ou à la méthadone. L'envergure de l'autoculture de cannabis, effectivement, les usagers n'ont plus besoin forcément d'aller sur le marché criminel pour s'alimenter en cannabis ou en résine, ou encore, eh bien, on a des méconnaissances assez flagrantes en France, et je plaide auprès de Marie pour avoir plus d'informations sur les fréquences, l'intensité de consommation des personnes utilisatrices de crack, puisque eh bien, les connaissances internationales et françaises sont manquantes sur la question. Dit autrement, eh bien, tous ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de précaution, avec une considération des fourchettes d'estimation et pas simplement des moyennes que je vais vous présenter. Allons-y, les résultats en valeur. Alors, je vous l'ai dit, c'est le 3e exercice qu'on fait avec ma collègue Sophie Massin, 2010, 2017, et je vous présenterai 2023. Vous le voyez, en 2010, eh bien, nous avions 2,3 milliards d'estimation de chiffre d'affaires du marché des stupéfiants en France en 2010. Alors, ce chiffre est passé en 2017 à 4,4 milliards et on avait principalement eh bien, le cannabis qui portait l'augmentation de ce marché des stupéfiants en France qui passait de 1,1 milliard à 2,1 milliards. Mais vous le voyez, la cocaïne, entre 2010 et 2017, était déjà assez prégnante puisqu'on passait de 900 millions à 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc un quasi-doublement du marché des stupéfiants entre 2010 et 2017. Et entre 2017 et 2023, eh bien, on passait de 4,4 milliards d'euros à quasiment 8 milliards, 6,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ou en tout cas de dépenses des consommateurs estimées pour assouvir leur consommation. Mais le renversement s'opère sur le fait que ce n'est plus le cannabis qui augmente finalement l'ampleur financière, l'ampleur économique du marché des stupéfiants en France, mais bien les psychostimulants. Donc les grands gagnants effectivement de ces évolutions sont les stimulants avec des chiffres d'affaires qui progressent de plus de 80% entre 2017 et 2023, même si, je le rappelle, entre 2010 et 2017, on avait quand même un frémissement plutôt important du marché de la cocaïne en France. Donc, une puissance économique qui s'accroît, beaucoup plus d'argent en jeu, ce qui va peut-être expliquer cette visibilité des organisations de revente, ce professionnalisme des organisations de revente en France et encore une fois, leur visibilité et peut-être leur intérêt médiatique et peut-être politique, même si tardif. Je passe en volume, si vous me le permettez. En volume, eh bien, on passe, vous le voyez, de 224,5 tonnes de cannabis ayant fait l'objet de transactions marchandes, dit autrement hors autoculture française en 2010, à 384,3 tonnes en 2017. Et pour la cocaïne, on passe de 15 tonnes en moyenne consommées en France en 2010 à 26 tonnes en 2017. Donc on a encore une fois, eh bien, et ça suit les estimations que je vous ai présentées en valeur, eh bien, des volumes qui s'accroissent tendanciellement, plutôt de façon importante, avec des fourchettes d'estimation, vous le voyez, relativement larges. De 2017 à 2023, eh bien, on retrouve ces mêmes augmentations. Le marché du cannabis semble, quant à lui, atteindre un plateau. Voilà, la courbe semble s'aplatir, 384,3 tonnes à 397,4 tonnes en moyenne estimée. Par contre, et c'est là la grande nouveauté, la cocaïne continue sa croissance, passant de 26 à 47,1 tonnes. Également, le marché de la MDMA, mais on pourrait regarder aussi l'augmentation de la consommation d'amphétamines. Eh bien, les marchés des psychostimulants augmentent considérablement. Vous le voyez, alors non pas un doublement, mais un quasi-doublement du marché de la cocaïne produite. Enfin, consommée, pardon.
Donc, en volume, des chiffres extrêmement importants qui nous font penser à une assise économique et financière des organisations de revente de stupéfiants assez importante. En volume, eh bien, finalement, des produits qui circulent assez librement en France. Hein. On parle de tonnes de cannabis et de tonnes de cocaïne. Et finalement, tout ceci nous amène à évaluer un élément de politique publique, à savoir les saisies de stupéfiants. Alors, les saisies de stupéfiants réalisées par les forces de l'ordre. Ici, je vous propose un indicateur agrégé entre police, gendarmerie et douane. De 2010 à 2023 également, vous le voyez, les forces de l'ordre ne chôment pas. Hein. 57 tonnes de cannabis saisies en 2010, 124,7 tonnes de cannabis saisies en 2023, 4,1 tonnes de cocaïne, 23,2 tonnes de 2010 à 2023 de cocaïne par les forces de l'ordre. L'héroïne est assez constante et la MDMA ecstasy augmente également, passant de 600 kg à 4 tonnes de 2010 à 2023. Donc encore une fois, des forces de l'ordre qui ne chôment pas. Et ce que l'on va faire, eh bien, c'est qu'on va reprendre les volumes estimés de stupéfiants que je viens de vous présenter et on va faire le ratio par rapport à ces saisies police, gendarmerie et douane. L'idée étant de savoir ce que peuvent soustraire, entre guillemets, hein, avec tous les bémols que ces estimations peuvent avoir, soustraire les forces de l'ordre par rapport aux estimations des quantités consommées et achetées, je précise. Alors allons-y, le tableau vous est certainement difficilement lisible, mais ce n'est pas grave. Je vais vous faire un exemple de lecture. En 2010, les saisies de cannabis représentaient entre 20 et 35%, pour une moyenne de 25%, des quantités de cannabis consommées ayant fait l'objet d'une transaction marchande. Alors, c'est un premier résultat. Dit autrement, depuis longtemps, hein, je parle sous le regard de Marie et de Yann, on considérait que les forces de police retiraient 10% du marché des stupéfiants dans les pays considérés. En fait, non, c'est beaucoup plus. Ici, c'est entre 20 et 35%, vous le voyez, mais ça passe à entre 23 et 47%, 57% en 2023. Donc les forces de l'ordre sont efficaces. Elles soustraient du marché beaucoup plus qu'on ne le pensait. Et un autre exemple de lecture, celui de la cocaïne. Les saisies de cocaïne en 2023 représentaient entre 30 et 100% des quantités consommées cette même année pour une moyenne de 50%. Alors, quand je vous parle d'efficacité des saisies, c'est que certainement pour la cocaïne, peut-être moins pour le cannabis, mais pour la cocaïne, les forces de l'ordre françaises représentent un rempart européen à l'importation de cocaïne en Europe. Mais il n'en reste pas moins que même si on peut penser que ces quantités sont importantes, quand on regarde un autre indicateur économique que j'analyse de très près, vous imaginez, l'évolution du prix de détail des stupéfiants en France, on constate que ces derniers sont stables. Les prix sont stables, voire, et les dernières informations issues du terrain montrent que les prix de la cocaïne sont en nette diminution en France. Donc les prix baissent ces dernières années, alors même qu'on connaît une forte inflation générale et que les taux de pureté des produits qui circulent en France sont en nette augmentation. Dit autrement, les saisies n'ont que peu, voire aucun impact sur les marchés des stupéfiants en France. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Que le marché des stupéfiants poursuit son développement, il est tiré par les psychostimulants en France aujourd'hui, cocaïne et MDMA, que le chiffre d'affaires atteste d'une puissance sans commune mesure des organisations de revente du fait de leur surface économique et d'un professionnalisme, on pourra en discuter, que les saisies de stupéfiants sont de plus en plus importantes, mais qu'elles n'ont malheureusement aucun impact sur les marchés. Les prix de détail sont en baisse, la qualité des produits augmente
Et que tout ceci me laisse à conclure, et je laisserai mes collègues en discuter, que les quantités produites dans le monde sont vraiment importantes, je pense à la cocaïne en particulier, et que tout ceci conforte l'idée que la lutte contre les trafics de stupéfiants ne passe pas par ce qui se passe en ce moment, ni par la saisie des produits, mais certainement par la saisie des capitaux générés, ou, si on ne veut pas lutter contre le blanchiment de grande ampleur que l'argent génère, par une modification du mode de régulation et donc par un abandon de la loi de 70 en France. Et je vous remercie de votre invitation et de ce colloque. Merci beaucoup. Vous restez en ligne pour les questions, peut-être pour tout à l'heure. Là, on va faire la présentation de Marie Jouffret-Roustide. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je vais me mettre debout, ce sera plus simple pour moi pour voir les diapositives. Donc, ma présentation va aller dans la lignée de ce que Christian vient de présenter en conclusion. C'est bon ? Alors, je vais... Ah, par contre, il apparaît coupé. Est-ce que vous... Voilà, merci. Ah, est-ce que vous pourriez le réduire un petit peu pour qu'on puisse voir l'ensemble de la diapositive? Sinon, ça va poser problème pour les autres diapositives également. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous réduisiez la taille de chaque diapositive. Donc, je suis Marie Jouffret-Roustide, je suis sociologue et politiste. Merci. Chercheur à l'INSERM, et donc ma présentation s'inscrit dans une perspective internationale. Je vais parler également de la France, et la question que je vais poser, c'est quelles sont les alternatives à la prohibition. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais d'abord donner quelques éléments. Vous voulez que je passe le diaporama? C'est bon? Sur le modèle de régulation des drogues. Alors, quels sont-ils? Donc, il y a différents modèles. Le modèle français, donc, qui est un modèle de prohibition. Il y a le modèle de dépénalisation, de décriminalisation et de légalisation. Donc, la prohibition, qui est le modèle français, donc, consiste à interdire la fabrication, le transport, la détention et l'usage de certaines substances et à répondre par des sanctions. Donc, en France, parmi les sanctions, on a donc l'amende forfaitaire et des peines de prison. La dépénalisation est une réduction des sanctions pénales qui peut aller jusqu'à leur suspension. Et donc ça, on a de plus en plus de pays d'Europe qui ont choisi la voie de la dépénalisation. La décriminalisation, c'est ce qu'a choisi le Portugal. Je présenterai ce modèle à la fin de ma présentation, qui consiste à éviter de proposer des sanctions d'ordre criminel vis-à-vis d'une pratique d'usage de substances. Et la légalisation, dont je vais parler de manière plus importante, implique que l'usage, la détention et l'achat d'une substance soient autorisés avec l'organisation de la vente. Diapositive suivante. Ah, il faut que je parle plus près du micro. C'est ça, j'ai vu qu'il y avait un commentaire. Alors, donc, concernant la situation française. Donc, la situation française, c'est un régime de prohibition qui s'inscrit dans un régime moraliste. Donc, pour l'incarner, quelques éléments, donc une interview donc, de Gérald Darmanin, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui nous dit « La drogue est un poison qui sème la mort et la violence. La légalisation est une défaite morale. » Alors que ce qu'on voit en fait dans d'autres pays, je vais le présenter tout à l'heure, c'est que la légalisation est la voie qui a été choisie dans de plus en plus de pays dans le monde et en particulier en Europe. Alors en France, ce qu'on voit aussi, c'est que la prohibition des drogues et celle du cannabis peut être utilisée à d'autres fins que le contrôle même des substances. Donc la loi du 31 décembre 1970 qui régit l'usage de drogue en France a été votée non pas uniquement avec des objectifs de santé publique, mais également à des fins de contrôle de la jeunesse et des groupes sociaux révolutionnaires. Aujourd'hui, on voit que le retour de l'autorité et de l'ordre sont des arguments qui sont mobilisés par les politiques dans le débat public, au détriment des arguments de santé publique. Aux États-Unis, la guerre à la drogue a été également l'occasion de contrôler et de punir des groupes spécifiques, tels que les hispaniques, par rapport au cannabis.
Et en France, on a de nombreuses études qui montrent que les contrôles policiers en France ciblent en priorité les jeunes racisés. Diapositive suivante. Alors, il est important, et c'est le choix qu'ont fait de nombreux pays aujourd'hui, de pouvoir passer de la morale au pragmatisme. Donc, pour mettre en place des politiques de santé publique efficaces dans le domaine des drogues, il est essentiel donc, de se détacher d'une approche émotionnelle des drogues qui est très présente en France et de pouvoir s'ancrer dans des approches scientifiques fondées sur l'évidence et des approches également en termes de droits humains. Et donc, je pense que c'est ce qu'on essaye tous de faire aujourd'hui lors de cette journée. Alors, la consommation de cannabis, parce que je vais me centrer surtout sur le cannabis dans ma présentation, elle comporte des risques, hein, ça a été rappelé, il ne faut pas les ignorer. Mais ces risques, en fait, ils sont particulièrement présents pour les plus jeunes. Et ces risques, surtout, on l'a vu tout au long de la journée, et je vais m'y attarder également, ces risques sont amplifiés par les politiques prohibitionnistes. Donc, les question qu'il faut se poser quand on envisage les politiques de régulation du cannabis, c'est de penser la question des risques associés à ces modèles. Quels sont les modèles de régulation du cannabis qui vont amplifier les risques? Quels sont les modèles de régulation qui permettent de réduire les risques liés à la consommation de cannabis? Et également, quels sont les modèles qui favorisent la prévention et qui protègent les plus jeunes, pour lesquels les risques liés à la consommation de cannabis sont les plus importants? Diapositive suivante. Alors, deux exemples autour rapidement de l'échec de l'approche prohibitionniste qui a été choisie en France et également dans d'autres pays. Donc, je vais présenter rapidement un premier article d'un collègue américain, Ernst Drucker, qui est une figure scientifique de la réduction des risques aux États-Unis, qui a publié dans les années 90 un article qui met en évidence que la guerre à la drogue qui a été menée aux États-Unis depuis les années 60 réprime, punit, stigmatise les consommateurs, les éloigne de l'accès aux soins, pour ceux qui auraient besoin d'être pris en charge. La prohibition est également associée à une augmentation des admissions aux urgences et des décès en lien avec les drogues. Donc ça, c'est le cas aux États-Unis, mais c'est également le cas dans les pays d'Europe. Ce qu'on observe aujourd'hui aux États-Unis avec la crise des overdoses opioïdes est également une des conséquences de la prohibition. Et ce qu'on voit, on l'a évoqué ce matin, c'est que les groupes les plus vulnérables qui sont frappés par la prohibition sont les personnes pauvres et les personnes racisées qui en sont les principales victimes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, on a un autre exemple, un article très récent qui est extrêmement important, qui a été fait par des collègues suédois. La Suède, en Europe, est avec la France le pays le plus répressif en matière d'usage de drogue. Donc en 1988, la Suède a criminalisé l'usage de drogue et ils ont renforcé les peines de prison pour usage de drogue en 1993. Et j'ai des collègues donc, qui ont essayé d'évaluer cette politique publique et qui ont montré, dans un article récemment publié dans International Journal of Drug Policy, que cette politique de prohibition suédoise est un échec puisque c'est une politique qui coûte cher, qui est inefficace et qui est créatrice de dommages. Ils ont montré que suite à l'augmentation des peines de prison dans les années 90, ils avaient une prévalence de la consommation de drogue qui était en hausse, des décès plus nombreux et également un coût économique très élevé des forces de police en lien avec la répression. Et donc, ils ont montré également que leurs résultats, depuis qu'ils avaient de plus en plus criminalisé l'usage de drogue, étaient moins bons que les autres pays nordiques, qui étaient comparables à la Suède, qui, eux, à l'inverse, avaient mis en place des politiques de réduction des risques. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là, je vais présenter rapidement... donc vous voyez des données de l'Agence européenne des drogues qui montrent le taux d'expérimentation de cannabis chez les 15 à 64 ans en Europe. Et donc, plus le vert est foncé, plus le niveau d'expérimentation est élevé. Et donc, on voit qu'en France, par exemple, qui est un des pays avec la Suède le plus répressif d'Europe vis-à-vis du cannabis, la France donc, est le pays qui a le vert le plus foncé. C'est vraiment un des pays qui a le plus haut niveau de cannabis en Europe. Par ailleurs, un autre effet de la prohibition, c'est que comme les consommateurs français vont s'approvisionner sur le marché illégal, ils vont être en contact avec des produits à haute teneur en THC. Ils ne peuvent pas connaître
la teneur du produit, et ils vont également s'exposer à des produits frelatés et qu'ils vont acquérir sur le marché noir. L'OFDT a montré que la teneur moyenne en THC de résine de cannabis a plus que doublé en 10 ans et était passée de 12,3% en 2011 à 30% en 2022. Diapositive suivante. Alors, il existe des alternatives à la prohibition qui sont nombreuses. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui de la question du cannabis médical qui fait partie des alternatives à la prohibition. Donc, en France, l'Agence nationale de sécurité du médicament a mis en place un groupe d'experts dont je faisais partie avec d'autres collègues et on a préconisé la mise en place du cannabis médical qui malheureusement en est toujours en France au stade de l'expérimentation, mais en tout cas une expérimentation a démarré et comme vous le voyez sur cette diapositive, le cannabis médical est accessible dans plein d'autres pays. On a eu également des réformes de légalisation du cannabis et là, non pas uniquement médical, mais dans le cadre des usages de cannabis dits récréatifs. L'Uruguay est le premier pays qui a légalisé le cannabis en 2013. La première réforme donc, a eu lieu en Uruguay. Elle a été suivie ensuite des États-Unis, de différents pays d'Europe et du Canada. On a également d'autres modèles alternatifs qui visent à réduire les sanctions, comme les Cannabis Social Club, qui sont présents par exemple en Espagne, les dispositifs d'autoculture qui sont présents en Allemagne. D'ailleurs, la légalisation du cannabis a été mise en place en Allemagne avec un modèle centré sur l'autoculture récemment. Et puis les coffee shops aux Pays-Bas, qui sont un modèle un peu complexe dont on pourra discuter pendant tout à l'heure, après nos présentations. Et d'ailleurs, les Pays-Bas ont également, après avoir dépénalisé l'usage, ont choisi de légaliser l'usage depuis très récemment. Alors, on a également un pays qui a mis en place un modèle très intéressant, au-delà du cannabis, qui a choisi de décriminaliser l'usage de toutes les drogues. C'est le Portugal qui a mis en place cette politique en 2001. Et l'objectif de l'ensemble de ces approches, donc ces alternatives à la prohibition, c'est de mieux prévenir l'usage, de mieux prendre en charge, de mieux accompagner et également de déstigmatiser l'usage de drogue. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, concernant la libéralisation des politiques cannabis, donc c'est ce qu'on observe de plus en plus. On a de plus en plus de pays qui choisissent de libéraliser leur législation vis-à-vis du cannabis, et en particulier soit en décriminalisant, soit en légalisant à des fins récréatives. On a aujourd'hui en Europe, Malte, Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas qui ont choisi de légaliser. L'objectif, c'est de limiter le marché noir et la criminalité liée au trafic, d'améliorer la sécurité de la consommation du cannabis, de pouvoir contrôler la qualité, de limiter les dépenses destinées à la répression, de les réinvestir dans la prévention, le soin et la réduction des risques, et d'ouvrir le dialogue sur les risques liés au cannabis, qui favorise également la prévention et la prise en charge, de protéger les plus jeunes, plus vulnérables face aux risques liés à la consommation. Et il est important d'avoir en tête le fait que le terme de légalisation, il va recouvrer des régimes de régulation très différents, donc des régimes très concurrentiels comme celui des États-Unis, des régimes étatiques avec un contrôle par l'État comme au Québec par exemple ou en Uruguay. Et donc ces modèles peuvent s'inscrire soit dans des modèles plus avec des logiques économiques comme ce qui se passe aux États-Unis ou des modèles plus de santé publique comme le modèle québécois que je présenterai tout à l'heure. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a également des arguments contre la légalisation. Les adversaires de la légalisation vont craindre que la légalisation pourrait banaliser la consommation, que ce serait un mauvais signal envoyé aux jeunes qui seraient, selon eux, déjà dans le déni des risques sanitaires. Ils mettent également en avant que la légalisation ne casserait pas le marché noir, qu'elle entraînerait une augmentation des accidents de la route et que la légalisation entraînerait une augmentation des troubles psychiatriques. Et puis enfin, il y a toujours l'argument de la morale qui ressort en disant que consommer du cannabis est moralement répréhensible, donc il ne faut pas légaliser. Diapositive suivante. Alors maintenant, je vais vous présenter le modèle canadien et ensuite québécois. Donc, en 2018, le Canada décide d'adopter une loi sur le cannabis de légalisation avec les objectifs suivants. Garder le cannabis hors de la portée des jeunes
empêcher les profits d'aller dans les poches des criminels et protéger la santé et la sécurité publique en permettant aux adultes, parce qu'en fait, la vente de cannabis est interdite aux mineurs, d'avoir accès à du cannabis légal. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc voilà quelques données qui montrent l'impact de cette politique de légalisation du cannabis. Donc, une des craintes principales, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, liées à la légalisation du cannabis, c'est de dire que ça va faire exploser l'usage. Et donc, ce que montrent donc les données de Statistique Canada entre 2018 et 2024, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation de l'usage du cannabis suite à la légalisation. En tout cas, il y a eu des variations dans l'usage, mais on voit que les niveaux de 2024 sont relativement proches des niveaux de 2018, avant légalisation, quel que soit l'âge. Diapositive suivante. Autre résultat très intéressant, c'est le mode d'approvisionnement du cannabis. Donc, comme je vous le disais, une des craintes, un des arguments contre la légalisation, c'est de dire qu'en fait, le marché légal va rester faible et qu'il va y avoir toujours beaucoup d'approvisionnement au niveau du marché illégal. Et donc, en fait, ces chiffres sont tout à fait parlants. On voit qu'aujourd'hui, on a 70% des Canadiens qui s'approvisionnent sur le marché légal et qu'ensuite, on a l'autoculture, le partage entre amis ou dans la famille, et l'achat illégal est quasiment inexistant aujourd'hui. Diapositive suivante. Et enfin, une des autres craintes, c'était le fait de faire augmenter les accidents liés à la conduite d'un véhicule sous l'emprise du cannabis. Et donc, vous voyez, alors il y a une erreur, c'est pas 2028, mais c'est bien sûr 2018. Donc 2018-2024, on voit que la conduite d'un véhicule sous l'emprise du cannabis a diminué depuis la mise en place de la légalisation. Et pour une raison simple, c'est que, en fait, une partie de l'argent de la vente du cannabis a été réinvestie dans la prévention et dans les campagnes d'information. Et donc, les Canadiens ont aujourd'hui une conscience du risque lié à la consommation de cannabis beaucoup plus importante, et ils hésitent beaucoup plus aujourd'hui à prendre leur voiture après avoir pris du cannabis qu'auparavant. Donc ça veut dire que la légalisation permet de faire de ce sujet non plus un tabou, mais un sujet dont on peut discuter et qui a un impact au niveau santé, mais également au niveau sécurité. Diapositive suivante. Alors, très rapidement, donc au Canada, il y a également différents modèles de légalisation selon les provinces. Et donc, il y a un modèle qui est encore plus prometteur que les autres. C'est le modèle qui a été choisi par la province du Québec. Et donc, le modèle québécois est souvent mentionné en France comme un modèle de régulation du cannabis dont la France pourrait s'inspirer. De plus en plus de politiques demandent à ce qu'en France, on ait un modèle de régulation du cannabis qui se base sur le modèle de légalisation québécois. Il y a un rapport du Conseil économique et social en 2023 qui faisait cette préconisation. Et donc, au Québec, c'est un modèle étatique qui est régi par la Société québécoise du cannabis, un marché public dont tous les bénéfices sont réinvestis dans la prévention, le soin et la recherche. La vente est interdite aux moins de 21 ans. Il y a un développement très important des programmes de compétences psychosociales chez les jeunes, une meilleure prise de conscience des risques liés à la consommation de cannabis en population générale, et, comme je vais vous le montrer, pas d'augmentation, même une diminution de la consommation de cannabis chez les plus jeunes. C'est un modèle qui est plus vertueux en santé publique que les autres modèles de légalisation, comme l'a montré un récent rapport de l'Institut de santé publique du Québec. Alors, une seule diapositive sur le Québec. Donc, vous voyez là l'évolution de la consommation de cannabis par âge et par année. Et ce qui est très intéressant, donc entre 2018 et 2024, c'est de voir que chez les groupes les plus à risque vis-à-vis de la consommation du cannabis, c'est-à-dire les jeunes de 15 à 20 ans ou de 21 à 24 ans, et ben on voit qu'entre 2018 et 2024, on a une baisse de la consommation de cannabis dans ces groupes d'âge. C'est uniquement chez les groupes de 25 à 34 ans ou 35 ans et plus qu'on a une augmentation de la consommation. Mais cette augmentation, elle peut être liée, par exemple, surtout chez les plus âgés, au fait d'utiliser le cannabis, par exemple, pour soulager des douleurs,
à la place d'utiliser des médicaments opioïdes. Et dans ce cas-là, il y a moins de risques de consommer du cannabis pour soulager des douleurs, par exemple, que d'utiliser des opioïdes. Et ce qui est également particulièrement intéressant, c'est qu'au Québec, en 2018, l'âge à la première consommation de cannabis était à 18 ans et aujourd'hui, elle est à 20 ans. C'est-à-dire que l'âge à la première consommation a reculé, ce qui fait reculer les risques également liés à la consommation chez les jeunes. Diapositive suivante. Alors, pour terminer, je vais vous parler également du modèle portugais de décriminalisation de l'usage de toutes les drogues. Donc, en fait, le Portugal, en 2001, a choisi de décriminaliser l'usage de toutes les drogues, donc pas uniquement le cannabis, mais toutes les drogues illicites, qui étaient illicites, pour faire face à une épidémie d'héroïne, de VIH et d'overdose. C'est un modèle qui s'inscrit dans une approche globale de réduction des risques. Le Portugal a fait le constat donc, de l'échec de la prohibition à la fin des années 90, donc face à cette épidémie d'héroïne, de VIH et d'overdose, tout simplement parce qu'il y avait de nombreuses familles portugaises qui étaient touchées par des morts. Et le fait qu'elles soient touchées, elles ont fait part, elles ont considéré que le modèle qui était proposé, la prohibition, n'était pas efficace. Il y a eu beaucoup de pression vis-à-vis du gouvernement portugais. Ça a fonctionné et il y a eu le choix de la décriminalisation qui existe encore aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'au Portugal, la possession de drogue donne lieu à la parution devant des commissions qui permettent une prise en charge graduée avec un médecin, un juge, un assistant social qui va évaluer les besoins des usagers. Soit ils ont un usage simple et on les laisse tranquilles, soit ils ont un usage qui est considéré comme une addiction et on va les orienter vers le soin. Et s'ils ont sur eux effectivement des quantités très importantes qui là pourraient laisser supposer qu'il s'agit du trafic, là il y a des peines qui sont prononcées. Et donc, c'est une approche qui est vraiment graduée, centrée sur la prise en charge, le traitement et la santé publique. Une approche équilibrée, centrée sur les droits humains et la santé publique, qui a permis de faire baisser la mortalité liée à l'usage de drogue, d'améliorer l'accès au traitement, sans augmentation de la prévalence de l'usage de drogue. Diapositive suivante. Pour vous illustrer donc, les résultats du modèle portugais, donc, j'ai utilisé donc, des données de l'Agence européenne des drogues sur l'expérimentation du cannabis, l'usage dans l'année, les demandes de soins par rapport au cannabis et les morts liées à l'usage de drogue. Donc vous voyez que la France est en bleu, le Portugal est en rouge et l'Europe est en vert. Et donc en fait, on voit qu'en France, en fait, le niveau d'expérimentation du cannabis est 4 fois plus important qu'au Portugal. Donc avec Portugal, décriminalisation, France, prohibition. L'usage dans l'année est 3 fois plus important en France qu'au Portugal. On a des demandes de soins liées au cannabis qui sont plus importantes en France et en revanche, des morts liées à l'usage de drogue qui sont plus bas au Portugal. Donc vraiment, ce modèle a été évalué comme étant un succès important. Et dernière diapositive, enfin avant-dernière, en conclusion, ce qu'on voit, c'est qu'on a une politique française qui est en décalage par rapport à ce qui se fait dans le monde aujourd'hui. Les politiques français mobilisent souvent le fait que l'opinion publique n'est pas prête pour la légalisation du cannabis. Ce qu'on voit, c'est qu'en population générale, l'enquête de l'OFDT Europe montre qu'il y a une hausse des opinions favorables à la légalisation du cannabis au fil du temps. Dans la dernière enquête qui a été faite en 2023, 40% des Français étaient en faveur de la légalisation du cannabis, alors qu'il n'était que 17% en 1999. On a même d'autres enquêtes qui sont menées et qui montrent qu'on a plus de la moitié des Français qui sont désormais favorables à la légalisation. Chez les professionnels, il y a une enquête qui a été menée récemment par des collègues lyonnais et qui montre que 53% des professionnels de santé sont favorables à la légalisation du cannabis. Donc on voit qu'on a aujourd'hui un décalage entre des positions gouvernementales très fermées en France et de l'autre côté, une population générale qui ne sait pas trop, mais qui n'est pas complètement opposée, qui est surtout mal informée, des acteurs professionnels, politiques et institutionnels qui font le constat de l'échec de la prohibition, tout comme les données de recherche, et qui proposent des modèles de régulation du cannabis. Donc le sujet de la légalisation du cannabis reste un sujet complexe, mais qui nécessiterait véritablement l'ouverture d'un débat. Et pour terminer, quelques publications donc, de notre équipe. La revue Esprit, donc, qui est en vente aujourd'hui, un numéro spécial sur les politiques des drogues que j'ai coordonné avec mon collègue Jean-Maxence Granier,
un ouvrage coécrit avec Nicolas Autier sur le cannabis, et puis les cahiers français, tous drogués, dans lequel j'ai écrit un article sur les différents modèles de politique publique. Christian a également publié un article dans ce numéro. C'est un numéro qui est sorti le 14 novembre et donc qui a été produit par la documentation française. Donc je vous remercie. Merci beaucoup pour ces éclairages internationaux qui sont vraiment intéressants. Donc la parole à Yann Biziou pour sa présentation sur les politiques actuelles. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais me lever aussi, ce sera plus agréable. En plus, comme j'ai un peu de ventre, n'est-ce pas? Là, je suis complètement affaissé, ça me met en avant mon bide qui n'a pas besoin de ça. Alors, j'ai fait un PowerPoint, on va picorer dedans. Merci à la LDH pour l'invitation et je vais essayer de vous faire un point sur la situation en France. Et disons-le, hein, je suis quand même vachement moins optimiste que toi, Marie, y compris au niveau mondial. Parce qu'au niveau mondial, à quoi on assiste? On assiste en fait à deux... Il y a un constat commun. Tout le monde constate que la prohibition est un échec. Mais à partir de là, il y a deux stratégies. Il n'y en a pas une, il y en a deux. Certains pays, et tu as eu raison d'évoquer le Québec, qui est vraiment pour moi le modèle le plus intéressant, certains pays s'orientent vers la légalisation. Mais on voit aussi l'inverse. On voit aussi des gens qui vont vers une ultra-répression. Et il ne faut pas oublier qu'actuellement, dans les geôles de la Cour pénale internationale, on a le Rodrigo Duterte, hein, qui est emprisonné pour avoir soutenu et défendu les meurtres extrajudiciaires et les listes de gens à assassiner au nom de la lutte contre les drogues. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit en France? On a des politiques sous emprise. On va aller à la diapo suivante, merci. Des politiques sous emprise et sous emprise du trafic, mais et plus en fait que sous l'emprise des enjeux sanitaires. Dérouler toute la diapo comme ça, appuyer sur tous les boutons, là, voilà, vous allez voir, tac, 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 tac. Parce qu'en fait, c'est une catastrophe. Donc, une catastrophe à travers une série d'exemples terribles. L'expérimentation du cannabis médical, ben non, je suis désolé, il n'y a plus rien. Il ne se passe plus rien. On a eu un avis de la Commission européenne, enfin, on a déposé le projet à la Commission européenne en mars. On a eu l'avis positif en mai. Depuis mai, silence radio. Donc, il y a deux projets, un décret, un arrêté qui doivent sortir, qui ne sont toujours pas sortis. Quand on demande quand ils vont sortir, on n'en sait rien. Et on nous dit, oh, d'ici mars 2026, on arrivera à trouver une solution. Mars 2026 étant l'échéance qui a été donnée pour pour arrêter tout simplement de fournir les usagers. Les haltes soins addiction, on a évoqué tout à l'heure dans la table ronde précédente la question de l'amendement de dernière minute qu'on a ressorti. Je vous rappelle quand même qu'un amendement, puisque ce n'est pas le gouvernement qui l'a déposé, si la loi n'est pas votée, si la loi de finances, le PLFSS n'est pas voté, l'amendement, il n'y est pas. Hein, parce que l'amendement, a priori, le gouvernement n'a pas à le reprendre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On a 2 haltes soins addiction, point barre, en France, et qui ont plus de cadre légal à partir du 31 décembre. Quant aux autres, une petite remarque par rapport à la table ronde précédente, les haltes soins addiction, et je lui rends hommage, c'est Olivier Véran qui s'est battu. Pourquoi il s'est battu? Il s'est battu pour que le ministère de l'Intérieur n'ait plus son mot à dire. Et les haltes soins addiction, c'est une décision du ministre de la Santé, et seulement du ministre de la Santé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le ministère de l'Intérieur est passé par derrière en rajoutant dans le décret la nécessité de demander l'avis du préfet, du maire, de la concierge et de je ne sais plus qui, ce que la loi ne prévoit absolument pas. La loi vous demande simplement une chose, c'est l'avis de l'ARS, la consultation des autorités communales et la décision du ministre de la Santé. Voilà. Hein. Alors là, on a la dernière, la taxation du vapotage. Allez, personne n'entendra. En plus, ils ont fait une bourde monumentale. Ils ont tout interdit, le CBD, ou taxé. Le CBD, la vape, tout ce que vous voulez, sauf une chose, la fleur de cannabis. Donc, ce qu'on va pouvoir, à la fin, vendre le plus facilement, ça va être les fleurs à fumer. Super idée. Alors, la répression des acteurs du cannabis bien-être, ça, je vous en parle même pas. Et alors, marche arrière, marche arrière. Le mieux, c'est le protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote...
Ouais, voilà. Le protoxyde d'azote, c'est un vrai problème sanitaire. C'est un vrai problème sanitaire. Et alors, moi, je n'ai pas de données scientifiques là-dessus, mais j'ai des remontées de terrain de consommateurs qui expliquent qu'en fait, comme le cannabis est interdit, ils sont passés au proto qui était autorisé. Vous savez que le protoxyde d'azote est assimilé à un stupéfiant, mais n'est pas un stupéfiant. On lui a créé une catégorie juste à lui, qui est la catégorie des produits d'usage courant susceptibles de détournement psychotrope. Et c'est lui. C'est le protoxyde d'azote. Ça ne marche pas. Alors, on a des propositions. Et les filles avaient eu une proposition intéressante, là. Ils avaient dit, alors, on interdit la commercialisation, sauf aux personnes autorisées, c'est-à-dire les professions qui ont vraiment besoin de proto, et on interdit la vente, la consommation. Voilà, on interdit tout. Mais ils supprimaient la sanction pénale. Eh bien, je pense que c'est la seule proposition de loi LFI qui a été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale, avec juste un petit détail, c'est qu'ils ont rétabli la sanction pénale, et donc ça casse complètement la logique qui était celle de la prévention et de l'information. Alors, que font les préfets? Regardez, alors voilà, regardez ce que font les préfets. Les préfets, maintenant, prennent des arrêtés pour sanctionner les consommateurs de protoxyde d'azote. Alors, comme ils n'ont pas le droit de les sanctionner au titre de l'usage des stupéfiants, c'est au titre du dépôt de déchets dans des poubelles non autorisées, entrave à la circulation et à la circulation sur la voie publique parce que vous laissez votre cartouche. Donc les gens ne peuvent plus passer. La cartouche est tellement volumineuse. Enfin, c'est ridicule. Et alors, les préfets ne peuvent pas prendre ce genre d'interdiction de façon générale. Donc, alors, j'adore le préfet de Paris, quand même, qui, tous les 3 mois, fait l'inventaire des rues de Paris dans un arrêté de 74 pages en moyenne, pour interdire rue par rue, puis aux abords des marchés, des squares, des universités, des cinémas, des gymnases. En fait, dans tout Paris, la consommation de protoxyde d'azote, avec à chaque fois des amendes. Sauf que ces amendes se cumulent entre elles. Contrairement aux peines, aux délits et aux crimes, vous additionnez les amendes. Et vous allez avoir quoi? Vous avez des gens qui vont se prendre 5, 10, 15, 20 fois 135 €. Et à la fin, 135 €, c'est peut-être encore faisable. 10 fois 135 €, ça commence à faire cher. Et 100 fois, ça va devenir ingérable et on va avoir des situations de surendettement. On peut passer à la suite sur ce. Alors, la suite, c'est quoi? C'est cette déclaration de Gérald Darmanin qui, au moins, a le mérite de la clarté. S'il faut bien évidemment respecter les droits de la défense, l'État ne doit pas faire preuve de naïveté. Alors ça, si vous voulez, moi, je voulais rendre hommage aujourd'hui au gamin, là, Kesashi, qui a été tué hier. Et dans Le Monde, si vous regardez Le Monde, il y a marqué cet assassinat est un défi à l'État de droit. Non. Le défi à l'État de droit, c'est la prohibition. D'accord ? C'est la loi narcotrafic qui a été votée. Ce sont les dispositions qui sont destinées à lutter contre le trafic et l'usage de stupéfiants, parce que ça, c'est un défi considérable à l'état de droit, aux libertés fondamentales et aux libertés individuelles, et ce, depuis 50 ans. Alors, on peut avancer peut-être, voilà. La loi narcotrafic, je l'ai appelée le musée des horreurs, c'est le musée des horreurs. Je ne reviendrai pas sur toutes les dispositions, dossiers, coffres, procureur anticriminalité, etc. Je m'arrêterai sur une chose, la dernière, la nouvelle infraction d'appartenance à une organisation criminelle. Alors, quand un ancien président de la République se plaint non sans raison, du flou entourant la notion d'association de malfaiteurs, là, c'est XXL. Et on peut passer à la suite. Et la suite, c'est décisions-là qui vont nous concerner tous. La première, c'est l'obligation faite maintenant au procureur de la République d'informer les maires de ce qui se passe en matière de trafic dans leur commune. Donc, les interpellations, les gardes à vue, c'est-à-dire qu'on va désigner aux maires les citoyens qui sont suspects d'être mis en cause dans un trafic. Et puis, on peut avancer, la fermeture d'établissements préventifs. Et si vous lisez la loi narcotrafic, vous verrez que sa caractéristique, c'est la déjudiciarisation. On retire les pouvoirs du juge, comme on l'a fait pour l'usage avec l'amende forfaitaire. Et en même temps, le juge, il va juger à charge et à décharge. Et le juge, il va mettre en place un contradictoire. Là, on va passer sur des procédures qui sont de plus en plus des procédures administratives. Le pire étant donc cette possibilité de fermer
tout établissement, et le mot est important parce que dans le mot établissement, il vise aussi les associations, les lieux culturels, les centres, tout ce qui pourrait être associé ou permettre d'aider à la commission d'un trafic. Moi, je pense à la MJC de quartier ou à la maison de quartier, là, dans un quartier en difficulté. Ouais, le point de deal, il n'est pas très loin, il est à 50 mètres. Et les gamins, c'est vrai qu'ils font des allers-retours. C'est vrai qu'à un moment donné, ils sont devant, dans la maison, en train devant un ordi ou un machin, et puis ils vont aller voir les potes sur le point de deal, et puis ils vont revenir. Et ça justifie de pouvoir fermer l'établissement pendant 6 mois renouvelables. C'est excessivement dangereux. Quand on parle en plus du risque de l'extrême droite au pouvoir, mais enfin ça, avec l'extrême droite au pouvoir, moi, ça me fait peur. Clairement, on peut avancer. De nouvelles infractions, avançons. De nouvelles infractions, y compris la provocation sur la plateforme en ligne, mais ça, on va avancer. Là. Et dernière chose, l'abandon du principe de non-cumul des peines dans certaines situations, et on avance, merci, qui fait qu'on va se retrouver comme aux États-Unis avec 2850 ans de prison, ce qui va pas être très efficace. L'instrumentalisation politique de la question des drogues, allons-y, avançons. Voilà. Je vais, en fait, passons à la diapo suivante encore. La diapo suivante. La diapo suivante, celle-là, je vous l'expliquerai après. C'est celle-là, voilà. Ça, c'est les résultats du vote de la loi narcotrafic. Et ils sont impressionnants. Tous les jours, on entend dire à quel point notre Assemblée nationale est fragmentée, divisée. Et là, 339 votants, 338 pour. Et je me suis dit, il y a quand même un gars courageux qui a voté contre. Erreur. Il s'était trompé. Il s'était trompé et il a fait savoir, Madame Brigitte de Véza a fait savoir qu'elle aurait souhaité voter pour. C'est-à-dire que dans la situation que nous connaissons à l'Assemblée nationale, le seul texte voté à l'unanimité, c'est cette loi narcotrafic. On peut passer à la suite. Et alors, les autres, c'est ceux qui avaient oublié de venir. En plus, tiens. Hein. Alors, en plus, si vous voulez, cet enthousiasme répressif est basé sur des constats qui sont faux. La mexicanisation, le mythe des campagnes submergées par le trafic. Alors ça j'avais été auditionné par le Sénat, les campagnes sont submergées par le trafic. Non. Il y a toujours eu du trafic dans les campagnes. Et je vous ressors la presse depuis les années 60. Il y a toujours eu du trafic dans les campagnes parce qu'il y a moins de policiers, il y a moins de gendarmes à la campagne. Qu'est-ce qui a changé? C'est que l'ampleur des consommations fait qu'on a aujourd'hui, y compris en zone rurale, des consommations et donc du deal de proximité. Donc ce qui a changé, c'est la revente au détail qui n'était pas dans les campagnes parce qu'il n'y avait pas assez de consommateurs dans les années 80 et qui aujourd'hui arrive jusqu'aux campagnes. La mexicanisation, c'est-à-dire ces mafias structurées, etc. Non. Toutes les études nous montrent l'inverse. Nous montrent quoi? Il y a toujours des mafias, mais de plus en plus, le trafic, il est horizontal. C'est un trafic qui est un trafic d'amis, de relations. Et en fait, ils vont mettre, très start-up, ils vont mettre leurs compétences criminelles en réseau et ils vont faire un coup. Et puis ils vont se séparer. Et puis, peut-être 2 ans après, ils recommenceront. Et donc, on a une mutation profonde du trafic. Mes collègues ont évoqué l'autoculture. L'autoculture, c'est un mode de production qui était marginal, qui représente aujourd'hui au FDT, c'est 7%, non, je crois. Je crois qu'on est à 7% maintenant pour le cannabis. Donc, c'est important. Et alors après, les recettes sont toujours les mêmes, je vous signale. Je suis remonté là aussi dans le temps. À chaque fois, on vous dit qu'avant, on n'a rien fait. Donc Retailleau explique que Darmanin n'a rien fait. Darmanin explique que Castaner n'a rien fait. Et je remonte comme ça dans le temps. Ce qui est quand même merveilleux, c'est qu'on ne leur en tient pas à rigueur. C'est-à-dire que
Ça m'impressionne. Retailleau peut dire que Darmanin n'a rien fait, mais Darmanin peut rester ministre de la Justice et dire « je lutte contre la drogue ». C'est pas grave. Et en fait, c'est la même chose à chaque fois. On nous explique quoi? Que pour être efficace contre le trafic, il faut un service spécialisé avec des moyens d'exception. Voilà. Et je suis remonté depuis Pierre Jox, et depuis Pierre Jox, on vous annonce à chaque fois un service spécialisé et des moyens d'exception. Et qu'est-ce qu'on voit? Depuis Pierre Jox, le service spécialisé et les moyens d'exception, à la fin, et c'est peut-être la nuance, Christian, que je ferai sur, ou peut-être une piste d'explication sur les données que tu as fournies, c'est que les saisies, en 2023, dans le chiffre des saisies, il y a les 400 kilos de la livraison surveillée de l'eau fast qui sont partis dans la nature. Donc on a 400 kilos de cocaïne amenés par la police en France et malheureusement disparus. Alors fort heureusement, la plupart du temps, ça donne lieu à une saisie et à une interpellation. Mais ça veut dire que dans ce volume des saisies, il y a une part qui provient de l'activité des services et non pas tout simplement du trafic lui-même. Voilà. Alors, en plus, ce qui m'a intéressé, c'est qu'au moment de la loi narcotrafic, allons-y, on a invoqué deux modèles, l'Angleterre et la Belgique. Et c'est très intéressant. Ok, c'est très intéressant. Reculons. Pourquoi? Eh bien, la Belgique et l'Italie, pardon, la Belgique et l'Italie. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'au moment où on discutait de la loi narcotrafic en France, la Belgique, l'Italie procédait à une arrestation massive de mafieux et découvrait que la Camorra s'était reconstituée. Donc, non, le modèle italien, il n'a pas fonctionné contre la mafia. D'autres mafias sont apparues et la Camorra s'est reconstituée. D'accord? Quant à la Belgique, qui était le deuxième modèle dont s'inspirait soi-disant la loi française, au moment où nous discutions la loi narcotrafic, les Belges lançaient un grand débat sur l'échec de leur modèle en disant qu'en France, on faisait super bien. Voilà. Et donc, en fait, c'est un échec en France comme en Belgique. Et on peut passer à la diapo suivante. Et en fait, chacun se soutient avec des arguments qui ne sont pas très sérieux. Alors ça, le nouvel argument, taper au portefeuille. Taper au portefeuille. Dérouler tout le truc pour avoir juste les chiffres, quoi. J'ai fait les comptes. Enfin, c'est rien, c'est ridicule. La part des saisies de l'Agrasc, même si elle a explosé ces dernières années, elle est ridicule par rapport aux revenus que Christian nous a montré du trafic. Enfin, on est sur quoi en 2023, 1,4 milliard. Christian, tu nous as dit combien pour le trafic? Voilà, on est sur des volumes qui sont ridicules. Et on n'arrivera pas à aller bien au-delà, d'accord? Avançons. Voilà, ça c'est ce qui me gêne le plus. Et ce sera mon mot de conclusion. C'est qu'en fait, face à cette folie répressive, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de... les juges entérinent. Je ne sais pas si vous avez entendu la réaction hier matin du procureur de Marseille, profondément ému par l'assassinat de Kessachi, et qui a dit quoi? Le journaliste l'interviewait en lui disant quelle a été votre réaction, et il dit mais dans le service on a eu un choc. Ça nous a fait un choc, ça nous a bouleversés. Et là, il dit, mais on s'est repris, on s'est dit qu'on avait mis 200 trafiquants en prison et qu'il fallait continuer. Oui, mais le problème est là, excusez-moi, c'est que malgré les 200 trafiquants qui sont en prison, il y en a eu encore assez pas en prison pour assassiner un gamin à Marseille en plein jour. Donc, moi, je ne peux pas me satisfaire d'un système dans lequel on a des gosses qu'ils aient participé au trafic ou qu'ils n'y aient pas participé, parce que pour moi, ce n'est pas le problème, c'est qu'on voit des gamins de 20 ans, de 15 ans, de 25 ans qui se font tuer au nom du trafic de stupéfiants. Je ne connais pas d'autre système que la légalisation pour faire face, pour neutraliser ce trafic. Si j'avais un autre système, je signe. La prohibition, elle peut fonctionner, elle a fonctionné. Je vais vous dire quand. À Tahiti. À Tahiti, en 1916, la prohibition de l'opium a fonctionné. Oui, c'était Tahiti, c'était 1916. Il y avait un bateau tous les mois. Bon, on pouvait en faire le tour et savoir ce qu'il y avait dedans. Alors, il y a un autre modèle. En France, une prohibition qui a marché, l'absinthe.
Oui, parce qu'on a inventé un produit de substitution, le pastis. Hein, et ça a été fait pour. Donc, on peut avoir des modèles prohibitionnistes et même sur la légalisation. Marie évoquait les statistiques sur le cannabis. Quelle est la particularité de la France jusqu'à présent? On a les scores les plus hauts sur le cannabis parce qu'on a des scores relativement bas sur les autres produits. Et ce que l'on voit aujourd'hui, là, ces 2 dernières années, c'est qu'on est en train de remonter sur les consommations d'amphétamines, sur les consommations de nouvelles substances psychoactives, sur les consommations de cocaïne, et plutôt de baisser sur les consommations de cannabis. Donc, on est en train de revenir dans la norme européenne, ce qui n'est pas, à mon sens, pas rassurant. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas de contre-pouvoir et que même la Cour européenne des droits de l'homme va aller justifier des mesures attentatoires aux libertés fondamentales au nom de la lutte contre la drogue. Et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser, faire des journées comme celle-ci. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup à tous les 3 de nous avoir éclairés sur ces sujets et sur vos recherches. Moi, j'ai lu dans la loi de 1970 qui est en vigueur et qui sanctionne aujourd'hui, qui est la répression de l'usage et du trafic. Il y avait la fameuse théorie de l'escalade qui a été très présente dans les débats, à savoir si on commence par fumer un joint, on va finir par se piquer à l'héroïne. En gros, c'était ça. Est-ce que scientifiquement, les données que vous avez, notamment dans les pays où ça a été légalisé, est-ce qu'il y a cette escalade-là? Est-ce que ça existe ou pas? Non, la théorie de l'escalade, elle a été invalidée par de nombreux scientifiques, dont des scientifiques français, des addictologues qui se sont prononcés en fait sur cette question en disant que cette théorie de l'escalade, elle n'existait pas. C'est pas parce qu'on fume du cannabis qu'on va ensuite passer à l'héroïne. Par contre, il est clair que parmi les consommateurs d'héroïne, il y en a effectivement, enfin la plupart d'entre eux ont déjà consommé du cannabis, mais aussi de l'alcool, du tabac et des médicaments. Et c'est pas pour ça qu'on va mentionner dans cette théorie de l'escalade qu'à partir du moment où on consomme de l'alcool, on va passer à l'héroïne. Donc en fait, c'est simplement qu'effectivement, quand vous consommez de l'héroïne ou de la cocaïne, vous avez souvent consommé d'autres substances, mais c'est pas pour autant que tous les consommateurs de cannabis ou tous les consommateurs d'alcool vont se mettre à consommer de l'héroïne ou de la cocaïne. Donc d'un point de vue scientifique, cette théorie a été invalidée. Mais au moment de la loi du 31 décembre 1970, je l'évoquais rapidement, il y a eu une instrumentalisation de l'opinion publique et puis également, elle intervenait juste après mai 68 et donc la criminalisation de l'usage de drogue à ce moment-là, c'était un moyen aussi de contrôler de penser contrôler les jeunes révolutionnaires qui étaient considérés comme de potentiels consommateurs de drogue. Peut-être en complément, 100% des héroïnomanes ont bu de l'eau. Voilà. C'est ça la théorie de l'escalade, c'est ça. Et donc, pour compléter ce qu'a dit Marie, en effet, en 70, ce qui se passe, c'est que le premier argument, alors déjà, la prohibition de l'usage, elle arrive par amendement. Elle n'est pas dans le texte de loi initial, d'accord? Elle arrive par amendement du gouvernement et c'est le rapporteur de la loi qui doit présenter le truc. Et il est tellement enthousiaste qu'il dit on peut s'interroger sur la légitimité de la prohibition de l'usage de stupéfiants. Vous sentez sa conviction, quoi, déjà. Et là, il continue et il dit le gouvernement nous donne l'argument suivant. Pas moi, hein, le gouvernement. Et l'argument, c'est quoi? C'est la sécurité sociale. À une époque où se développe la sécurité sociale, il est normal que l'État puisse imposer des limites à l'usage que chacun peut faire de son propre corps. Alors, tout le monde s'est aperçu très vite que ça, c'était un très mauvais argument. On allait interdire la voiture, enfin tout ce qui est encore plus dangereux que les stupes. Et donc, c'est là qu'arrive au Sénat l'argument de la théorie de l'escalade. Qui fume un joint aujourd'hui se piquera demain. D'accord. Théorie qui a été démontée par absolument tous les scientifiques dans le monde entier. Merci. On voit actuellement une évolution des addictions en général. Il y a des nouvelles drogues qu'on
que nous, on ne connaît pas encore, enfin pour moi qui ai 40 ans, le fentanyl, les protoxydes d'azote, tout ça, pour nous, on n'en a pas eu à faire face, en tout cas quand on était plus jeune. C'est un énorme marché, comme nous l'a dit le professeur Ben Lagdar. Quel est, selon vous, plutôt peut-être l'économiste, mais tout le monde, l'impact du système économique actuel dans lequel on se trouve, l'économie de marché, sur cette consommation, sur cette prohibition, sur la répression? Est-ce qu'une des solutions pour diminuer la consommation, est-ce que d'abord c'est un objectif, ça c'est à voir, mais est-ce que ce serait de sortir d'une société du résultat, de la performance et de la croissance économique? Et une question aussi annexe sur l'économie, est-ce qu'on a des chiffres sur le coût de la sanction et de la répression des drogues? Enfin, je pense qu'ils y sont, mais est-ce que vous pouvez nous les donner? Je ne vous remercie pas, Véronique, parce que la question est quand même... elle est large et énorme. Non, mais blague à part, et je reprendrai mon ami Jean-Pierre Coutron, on est dans des sociétés addictogènes où effectivement, hein, vous l'avez constaté, les produits que je vous propose sont minimes en fait. Aujourd'hui, effectivement, le proto-usage détourné, les médicaments détournés, les addictions sans produit, je pense aux jeux d'argent et de hasard qui sont aujourd'hui catastrophiques. On est dans une société, effectivement, voilà. Il y a des addictions, il y a plein de choses, il y a plein de possibilités, il y a des drogues légales, illégales, il y a des comportements légaux, illégaux. Tout ceci s'entremêle. Bon, voilà. Est-ce que ça nourrit la croissance? J'en suis pas sûr, mais pourquoi pas? Une thèse que je commence à défendre, c'est que, en tout cas, sur les marchés illicites, il y a une certaine fascination. Il y a une certaine fascination de je ne sais pas trop qui, peut-être des libertariens, peut-être de je ne sais pas trop qui, même si Yann n'en a pas parlé, mais il le pourrait certainement, ces attaques contre les bateaux menées par Trump, ces dizaines de morts aujourd'hui, voilà, bombardés, on ne sait pas pourquoi, il y a des bateaux bombardés. Bon, très bien, mais en l'état de cause, on a un système dérégulé, parce que la régulation ne fonctionne pas, la prohibition ne fonctionne pas. On a un système parallèle de commerce de substances. Alors, si vous avez entendu du bruit, c'est que je dois m'en aller parce que la faculté va fermer. Mais, excusez-moi, mais on a certainement une fascination pour un système capitaliste, commercial, dérégulé, sans règles, comme ça, qui finalement prospère, qui traite des êtres humains, aussi bien les paysans qui récoltent que les petites mains qui vendent, et qui crée des marges phénoménales. Et je pense qu'on a un truc comme ça qu'on veut combattre, mais pas tout à fait. On le regarde avec des yeux comme ça, un peu ronds, en se disant, mais ils sont formidables ces gens-là, ils font des marges que nous n'arrivons pas à faire, alors même qu'on cherche à les combattre. Est-ce qu'on cherche à les combattre? Je ne suis pas tout à fait sûr. Bon, alors si je... Oui, Il y avait une question posée sur le chat. La légalisation est-elle une catastrophe économique pour les réseaux de trafiquants? Alors, j'ai eu la chance, et je finirai là-dessus avant d'être enfermé sur le campus pour le restant du week-end, j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de débattre une fois avec un repenti, un trafiquant de stupéfiants repenti et qui exerçait dans le rap. Et je lui dis, alors j'expose un modèle de légalisation du cannabis, et il me dit, ça ne marchera pas, on aura toujours un temps d'avance sur vous et on sera toujours compétitif. Je lui dis, écoutez, si c'est un modèle de production publique et de distribution monopolistique publique, peut-être que les premiers temps, on pourra vendre du cannabis à prix nul et le distribuer gratuitement. Et comme ça, vous ne pourrez plus marger et que tous les consommateurs français viendront dans les shops publics. Sa réponse a été de me dire, c'est pas très moral ce que vous proposez, prof. Donc,
Donc je pense qu'on a les moyens d'assécher, alors peut-être pas à 100%, mais d'assécher les marchés criminels. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'on est en retard de 10 ans. On est en retard de 10 ans, on aurait dû légaliser le cannabis il y a 10 ans. Aujourd'hui, les chiffres que je vous montre font qu'on est sur les psychostimulants. On est sur les psychostimulants. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on veut établir des modèles de distribution de MDMA, d'amphétamine, voire de cocaïne légaux? Ça, j'en suis bien loin et ça me pose question. Oui, juste en complément sur la question du trafic, à New York, il y a une initiative intéressante qui a été mise en place, en Californie également. C'est de proposer à des personnes qui étaient auparavant impliquées dans le trafic et qui de fait avaient développé des compétences également, de se réinvestir dans le marché légal. Et donc, ce qui permet justement ensuite à ces personnes qui étaient dans le marché illicite de pouvoir être dans le marché légal. Et il y a des travaux très intéressants qui ont été faits par une sociologue marseillaise qui s'appelle Khadija Sahraoui et qui montrent que, en fait, pour les jeunes, en particulier les petites mains, s'investir dans le trafic, c'est pas un choix. C'est-à-dire qu'ils préféraient être journaliste, médecin, avocat, instituteur, et que c'est généralement parce que l'État les a aussi abandonnés et voilà, ne s'est pas occupé d'eux au moment de leur scolarisation, qu'ils se retrouvent à être impliqués dans ce type de réseau. Donc en fait, il y a une possibilité, il y a des possibilités de permettre à des personnes qui étaient dans le trafic de se réinsérer via le marché légal. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'était pour rebondir sur ce que vous disiez sur est-ce que faire baisser la consommation est obligatoirement l'objectif. Alors, il y a des études très intéressantes en ce moment qui ont été menées par l'Observatoire des drogues et des tendances addictives qui montrent qu'en effet, il y a une baisse récente très importante de la consommation de cannabis chez les jeunes, qui est à expliquer aussi en lien avec le Covid et l'évolution des modes de sociabilité des jeunes donc, qui sortent moins et donc qui ont moins d'occasions de consommer, parce qu'on voit aussi cette baisse pour l'alcool. Mais en parallèle, on observe également une détérioration très forte de la santé mentale des jeunes. Donc en fait, on sait que pour certains jeunes, et c'est le cas des adultes aussi, les consommations de substances, c'est une automédication. Et donc en fait, on peut s'interroger aussi. Alors il y a des risques liés à la consommation de substances chez les plus jeunes, mais il y a aussi des risques à ne rien consommer et à être isolé. Et voilà, on le voit avec cette augmentation des troubles de la santé mentale. Donc c'est pour ça que ça renvoie plutôt, selon moi, à la nécessité de mettre plutôt en place des politiques vraiment de réduction des risques, où on informe les jeunes effectivement sur les risques liés à la consommation, mais s'ils ont besoin de consommer, leur apprendre surtout à consommer à moindre risque. Peut-être moi aussi, un petit commentaire là-dessus. Il va être très rapide. Québec, aujourd'hui, 70% des achats se font auprès du monopole, entre 3 et 5% auprès du trafic. Et Québec, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi on vous le cite? Québec, la loi est votée en novembre 2018. Et ils ne sont pas d'accord. Ils veulent pas la légalisation. Elle leur est imposée par l'État fédéral. Ils y vont à reculons. Et ils le mettent vraiment en place en juillet 2019, septembre 2019. Septembre 2019, c'est le moment où Darmanin arrive au ministère de l'Intérieur. Donc on peut comparer, d'accord? Moi, je n'ai pas vu le trafic baisser de 70% depuis 2019 en France. Et je l'ai vu baisser à Québec. Hein. Alors comment on a fait à Québec? On a mis des prix un petit peu plus élevés que le trafic. Et on voit que dans les tout derniers, donc ils ont sorti en octobre les premiers chiffres de l'étude 2025. On voit que le consommateur, il attend tout simplement d'abord un produit légal. Qu'à partir du moment où le produit est légal, il est prêt à payer un peu plus cher. Que ce qui lui importe par contre, c'est de trouver un produit qui correspond à ses attentes. Et les premiers échecs du monopole au Canada, c'est qu'ils avaient vendu des produits qui étaient pas assez dosés.
je n'ai pas eu l'occasion d'évoquer ça. Le fait que le taux de THC augmente dans le cannabis, ce n'est pas dangereux. Pourquoi? Parce qu'un consommateur, il consomme en fonction d'un état qu'il souhaite atteindre. Donc, si vous lui donnez un produit où il y a 10% de THC, il en fumera moins que si vous lui donnez un produit où il y a 3% de THC. Parce que le 3%, il en fumera jusqu'à ce qu'il arrive à l'état qu'il voulait atteindre. Et donc, la question du taux, elle est très secondaire. Et donc, un produit de qualité qui correspond à ses attentes. Et ensuite, c'est vrai qu'ils ont mis en place un travail phénoménal de prévention. Le budget de la prévention, la première année, a été multiplié par 10. 10 la première année. Alors, mesdames, messieurs, il y a 100 raisons pour lesquelles on peut tomber dans le trafic de stupéfiants. Il y a de tout profil dans le trafic. Du consommateur-vendeur occasionnel au guetteur, en passant par l'homme de main. Et il y a 1000 raisons qui expliquent cela. Une quête identitaire, des besoins financiers, des problématiques familiales, des difficultés psychosociales, parfois la contrainte également. Et je pense vraiment que la question de la traite des mineurs doit être adressée. Alors toutes ces raisons, ce ne sont pas des excuses ou des justifications, ce sont des explications. Parce que quoi qu'en pense l'autre, expliquer, ce n'est jamais excuser, c'est simplement chercher à résoudre un problème. Et le fait de trouver ces explications n'empêche pas une approche aussi, en termes de sécurité publique. Cette sécurité, elle est nécessaire, elle constitue en fait également un droit et une mission de service public essentielle. Mais les facteurs explicatifs du trafic doivent guider cette politique publique. On ne peut pas se satisfaire du tout répressif, qui est aussi inefficace que contre-productif. Je pense que cette journée vous en aura convaincu, ou en tout cas je l'espère. La politique des drogues, elle doit désormais changer. C'est une nécessité qui devient plus urgente chaque jour, parce que c'est aussi une question d'efficacité et de vie humaine. Si je puis me permettre, c'est également une question prégnante quant à notre rapport à l'autre. L'offensive sécuritaire actuelle, c'est aussi une offensive en termes de déshumanisation. Et cette déshumanisation des trafiquants de stupéfiants, elle porte un nom, c'est ce qu'on appelle le droit pénal de l'ennemi. Ce droit-là, il ne considère plus le justiciable comme un citoyen de l'État. Non, il le considère comme quelqu'un qui, parce qu'il a attaqué l'État, s'est placé en dehors de celui-ci et donc ne mérite plus sa protection, et donc ne mérite plus les libertés fondamentales qu'il donne, pourtant, qui sont contraintes dans le cadre du contrat social. Non, non, cette personne-là, c'est alors un ennemi. Et les ennemis, on ne les réinsère pas, on les neutralise. Vous savez, on l'a connu, ça. On l'a connu avec le terrorisme, dans le cadre de mesures d'exception et d'assassinats extrajudiciaires. Alors désormais, on y court tout droit avec le trafic. Et le vocable employé nous le démontre. On nous parle de submersion du pays, on nous parle d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, on nous parle de narcoterrorisme, bien entendu. Ce mouvement, il doit être stoppé, et il doit être stoppé maintenant. Alors, Anthony Caillé et Bénédicte Desforges vous ont ce matin présenté leur vision du rôle que devait occuper la police dans cette action. Une police recentrée sur les véritables problématiques de la criminalité organisée, qui ne gaspille plus ses ressources dans la répression des usagers, et qui soit aussi consciente de ses responsabilités comme gardienne des libertés fondamentales. J'ai entendu beaucoup de gens énoncer qu'ils souhaitaient les voir respectivement ministres et co-ministres de l'Intérieur. On fera passer l'idée. Joël Bordet, Fabrice Olivet, Thomas Oudus ont évoqué la protection des plus vulnérables. Les mineurs contraints à s'engager dans le trafic, eux-mêmes victimes d'une forme de trafic d'êtres humains, de traite d'êtres humains, et qui pourtant continuent d'être considérés coupables avant d'être victimes. La législation et la politique publique doivent être changées afin d'assurer leur pleine protection. Fabrice a pu nous parler de ce que les Nations Unies elles-mêmes qualifiaient aussi de guerre raciale dans l'action de prohibition menée par les autorités et de la discrimination systémique créée par la répression. On pense aussi à la stigmatisation des usagers, accusés de tous les maux de la société dans une action de communication gouvernementale parfaitement contre-productive. Joël est revenu sur cette économie de survie que constitue le trafic, ce qu'on appellerait en fait une criminalité de subsistance. Michel Antony, Marianne Poisson, Olivier Ricobono et Thomas Bouvier sont quant à eux les acteurs d'une politique de réduction des risques qui est indispensable à la protection des usagers. Alors on nous a parlé de représentation et des stéréotypes qu'on a tous, des cycles de solutions problématiques, des accompagnements psychoéducatifs, des économies de santé publique aussi et des haltes soins addiction. J'insiste un instant sur l'importance du vote actuel, portant sur le maintien ou non des haltes soins addiction dans le cadre du vote du budget, des lieux d'accueil dont la pérennité est menacée alors que l'efficacité a été parfaitement démontrée. On compte bien entendu sur l'Assemblée nationale à ce titre-là. Enfin,
Christian Menlagdar, Yann Biziou, Marie-Geoffrey Roustide sont des spécialistes de l'économie, des sciences sociales, et nous ont ouvert une porte sur les modalités d'une régulation possible des drogues qui soit intelligente et efficace. Leur connaissance sur le secteur économique du trafic de stupes, sur les alternatives enviables qui existent, comme au Canada, ou alors sur les modèles de prohibition existants, sont complémentaires et nécessaires. Parmi toutes ces idées, il faut préciser qu'aucune d'entre elles n'est utopique. Elles sont portées par des associations nombreuses et actives. Elles sont désormais mises sur le devant de la scène, à travers par exemple l'avis du CESE sur la dépénalisation de l'usage des stupéfiants, à travers également un rapport de mission d'information transpartisane de l'Assemblée nationale appelant à la légalisation du cannabis, et aussi par le collectif pour une nouvelle politique des drogues qui portait une proposition de loi sur la dépénalisation de l'usage des stupéfiants qui a été portée par la sénatrice Anne Souyris. Une nouvelle politique des drogues est possible et chaque action menée au sein du débat public participe d'une évolution en ce sens. Et c'est grâce aux actions de toutes les personnes rassemblées aujourd'hui, avec un mot particulier pour la section LDH d'Avignon Orange Carpentras et pour Fabienne Aloui pour leur travail sur cette journée. On m'a demandé de vous glisser un mot par ailleurs sur ce qui va se passer d'ici peu. La diffusion du film Stup, qui est un documentaire sur le traitement judiciaire en matière de petit trafic de stupes. La section locale fait partie d'un collectif qui s'appelle La Grande Chamaille. Et dans ce cadre, et à l'initiative de l'OIP, il y aura la diffusion le 25 novembre, en présence du magistrat qui joue son propre rôle, ainsi que du réalisateur du film, de ce film à l'Utopia. Ce dernier mot d'information étant passé, je vous remercie à tous pour votre écoute, pour votre présence et pour votre implication. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. J'espère que notre initiative vous donnera envie qu'elle fasse boule de neige en fait et que d'autres initiatives aient lieu à travers le pays parce qu'en fait je pense que ce type de confrontation citoyenne peut permettre des prises de conscience qui nous donnent confiance en fait pour bouleverser les rapports de force parce qu'en fait les obstacles sont principalement politiques. Parce que je pense que dans le pays, il y a, malgré la mauvaise information qui a été constatée toute la journée, les citoyens majoritairement pensent certainement qu'il faut changer les choses. Donc en fait, ce que je vous propose, on peut boire le verre de l'amitié avant de partir. Vous pouvez nous laisser vos coordonnées pour ceux qui ne sont pas adhérents à la LDH si vous souhaitez qu'on reste en contact. Parce qu'en fait, par les temps qui courent, par des temps difficiles, par rapport aux politiques sécuritaires, mais aux atteintes aux droits et libertés, qu'elles soient collectives ou individuelles, on a besoin d'agir ensemble. Et donc, en fait, bienvenue à la LDH.